Luigi's Mansion 2 est un jeu vidéo créé par le studio Next Level Game et qui passe cette année ses 13 ans. Vous incarnez le second héros d'une des licences les plus connues au monde. Mais il y a un hic. À la place de traverser des niveaux à l'horizontale en sautant sur des monstres, vous devrez capturer des fantômes avec un aspirateur fait sur mesure. La menace dans ces jeux? Le roi Boo, roi suprême du peuple des Boo et maître des illusions. Afin d'assouvir sa soif de vengeance, il élabore un plan afin de mettre les fantômes de la vallée des ombres sous ses ordres. Et comment il pourrait faire ça? En détruisant la lune noire. Luigi, tout le long du jeu, va devoir retrouver cette lune noire, détruite et éparpillée sur plusieurs manoirs, jusqu'à découvrir en chemin qui est l'auteur de ces méfaits diaboliques. Bonjour chasseurs d'iceberg, bienvenue sur la vidéo du second iceberg de Luigi's Mansion 2. Avant de commencer, une chose. Regardez bien le premier iceberg sur le jeu, sinon vous comprendrez pas tout ce que je vais vous baragouiner. Aussi, n'hésitez pas d'entrée de jeu à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Oh oui aussi, cette suite n'était absolument pas prévue à la base, et j'ai fait cette vidéo car j'ai découvert plein de choses très sympathiques sur le jeu. Donc il y aura forcément moins de méga révélations par rapport au premier iceberg. Ou peut-être pas. Bon matelot, nous allons accoster sur un iceberg de jeux vidéo. Quoi, tu ne sais pas ce que c'est? Pauvre de moi. Lorsque la vidéo va commencer, nous commencerons à la surface de l'iceberg, dans lequel on va découvrir des anecdotes, easter eggs ou histoires connues par tout le monde. Et puis nous allons creuser, afin d'atteindre le fond de l'iceberg, où nous allons découvrir des horreurs que même moi je ne pensais pas connaître. Vous avez bien compris? C'est parti pour la surface de l'iceberg. Sachez que j'ai écrit cette première histoire 2 fois. Une fois fin août 2013, un mois et demi après l'annonce de Luigi's Mansion 2 HD, puis un an plus tard, en octobre 2024, et le jeu est sorti il y a quelques mois. Enfin bref, dans cette première version de l'histoire, je parle au passé de l'annonce, donc là on va parler du jeu maintenant qu'il est sorti. Luigi's Mansion 2 HD est un remake du jeu sorti sur 3DS développé par Tantalus et édité par Nintendo. Globalement, ce remake propose une refonte graphique complète du jeu. Et puis c'est tout, aucune nouveauté dans l'histoire et dans le mode en ligne. Mais ça, c'est en surface. En farfouillant un peu dans les fichiers du jeu, on peut tomber sur de belles aberrations. Et ce sont ces aberrations qui sont à la base de la création de ce second iceberg. C'est pour cela qu'on va passer à la suite. Le professeur n'a toujours pas vécu dans son laboratoire, mais il vit dans un magnifique manoir que l'on connaît tous. Ce manoir est le manoir du désespoir, le premier manoir que Luigi visite. Ce qui nous prouve qu'il y habite est tout d'abord l'animation d'ouverture, dans lequel on voit le professeur travailler dans une pièce qui ressemble au laboratoire qu'on peut retrouver dans le manoir. En plus de cela, tous les gadgets que le professeur a laissés sont là-bas. Il y a l'ectoblast et le révéloscope. Et pour couronner le tout, on voit bien qu'il connaît bien les lieux, en y indiquant à Luigi l'endroit exact où se situe chacune de ses inventions. La maison des collections est le dernier manoir de Luigi's Mansion 2. Sans compter le fait qu'il est le manoir le plus imposant, il en reste toujours un mystère étonnant. Pourquoi pouvons-nous trouver une salle végétale, une salle clairement sur un thème pharaonique, et une salle totalement gelée? La théorie principale, et que même le professeur semble confirmer, est que la maison des collections soit en fait un ancien musée. Ce qui expliquerait que certains objets soient simplement exposés, et d'autres salles sur divers thèmes, totalement opposés entre elles. Level Clear est le nom de la musique qui est jouée lorsque Luigi termine un niveau. Ce qui est marrant, c'est que c'est la seule mélodie de tous les Luigi's Mansion confondus qu'on peut retrouver dans le troisième jeu. Mais là, c'est lorsque vous obtenez le bouton d'ascenseur, après avoir battu le boss de l'étage. Je place l'information ici. La maison des collections est un lieu reculé où il est difficile d'accès. Luigi a bien failli mourir juste pour y entrer. Alors comment se fait-il que le professeur ait la clé de cet immense domaine?
Le téléphone DS que le professeur donne à Luigi a des particularités étonnantes. Déjà, c'est un super téléphone, car il permet d'appeler de n'importe où. Bon, sauf dans certains lieux comme la mine des mystères. Si Luigi est beaucoup trop enfui profondément dans la montagne, ça va beaucoup grésiller. Mais par contre, il peut parfaitement capter Luigi dans une autre dimension. Super ça! Il me faudrait sa référence. C'est pour un ami. Celui-là, il est purement personnel. Un bonhomme du nom de Sixto Sound a fait un remix du jeu et mamma mia qu'il est stylé. Je vous montre en détail un extrait et on passe à la suite. Un cache-cacheur est un fantôme très mince qui balance des bananes et autres détritus sur Luigi. Mais je vais vous présenter un cache-cacheur qui mérite le respect. Lorsque le professeur expérimente le goût, matière qui a permis de créer Luigi dans le futur et a sauvé Luigi et ses amis dans le troisième jeu, ce cache-cacheur est un sauveur car en essayant de faire peur au professeur, il lui fait faire tomber sa tasse de café dans un flacon qu'il expérimentait. Ce café et le contenu de ce flacon ont fusionné pour créer le goût. Et c'est comme ça qu'il créa Luigi. Faudra lui donner une médaille, vous croyez pas? Vous vous rappelez quand j'ai prouvé que la première lettre de chaque manoir avait révélé le mot Ghost? Eh ben j'ai une révélation du même genre 100% française. Si vous avez la chance d'obtenir toutes les missions bonus de chaque manoir et que vous regardez chacune des premières lettres, on obtient Luigi. Malin ces développeurs. Dans le manoir situé en dessous de la mine des mystères, Luigi découvre la fonctionnalité des portails qui permet de se téléporter d'un point A à un point B. Lorsqu'il découvre ce mystérieux phénomène, durant la cinématique, on voit Luigi s'amuser avec sa main en se faisant coucou de l'autre côté. Toute cette scène est une référence à une publicité faite pour Portal 2, dans lequel nous voyons en effet un personnage se faire coucou entre deux portails. Moi aussi je veux jouer. Voilà, vous connaissez tout, du moins que de la surface. Il est temps de sortir des pelles et de creuser plus bas dans l'iceberg. Nous apprenons dans l'histoire du jeu que le responsable de toute cette histoire, c'est le roi Boo. Mais comment se fait-il qu'il soit libre, alors que Luigi a capturé le roi Boo lors du jeu précédent? Le jeu nous rapporte une réponse. Durant l'exploration du dernier manoir, et aussi le manoir où Catastrophe et Luigi découvrent que le roi Boo est derrière tout ça, Catastrophe dit à Luigi une réplique très intéressante. Je me demande comment il a fait pour s'échapper de ce tableau. J'aurais peut-être pas dû le vendre lors de mon dernier vide-grenier. Catastrophe, t'es sérieux là? Mais donc un autre mystère se crée. Qui a acheté ce tableau? Et cette personne a donc réussi à libérer le roi Boo de son tableau? C'est pas une mince affaire. Lorsque nous nous baladons dans le manoir du désespoir, nous pouvons voir qu'il y a en fait, sur l'aile gauche du manoir, 2 pièces. Ce qui est bizarre, c'est que du point de vue de l'extérieur, il devrait en avoir 3 fois plus. Est-ce que le professeur l'aurait barricadé, puis caché? Peu de jeux sont vraiment jouables pour tous les publics. Et lors de mes recherches, je suis tombé sur un youtubeur non-voyant du nom de Legacy Angel, qui fait encore à l'heure actuelle le jeu. Et... C'est moi, Legacy Angel, qui fait, comme tu l'as dit, eh bien, Luigi's Mansion 2 de mon côté, avec cette particularité de jouer uniquement avec le son. Et en plus de ça, Luigi's Mansion 2 possède un sound design juste excellent.
Alors j'imagine que beaucoup vont se dire, mais comment c'est possible de réussir à jouer juste au son? Bah, tout simplement parce que dans Luigi's Mansion 2, il y a beaucoup de détails sonores qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on est, et également qui nous permettent de se cartographier la zone. Petit exemple, quand Luigi se déplace et qu'il est contre un obstacle, il ralentit. Donc on peut comprendre qu'on est contre quelque chose et se faire une petite carte mentale. Autre chose très importante, devant les portes, on a un bruit de pas différent. Donc à chaque fois qu'on entend ce petit bruit de pas différent, on peut savoir qu'il y a une porte, ce qui nous permet d'améliorer notre carte mentale des lieux. Donc c'est vraiment uniquement avec le son des pas et les différences qu'il se passe quand on est contre un obstacle ou quand on est tout simplement en train de courir. On a également des choses très importantes dans ce jeu qui nous permettent de faire beaucoup de choses uniquement au son, c'est tout simplement la spatialisation. Du fait que la caméra ne se déplace pas, déjà on peut apprendre les tracés par cœur, mais on peut également entendre où se trouvent les choses sans qu'elles changent de place. Par exemple, si on est dans un endroit avec une petite fontaine, eh bien selon l'endroit où est-ce que nous on sera placé, on entendra le son de la fontaine qui changera, et grâce à ça on pourra également savoir comment on s'est déplacé dans le lieu. C'est la même chose pour les créatures qui sont spatialisées. Alors pas toutes, il y en a certaines qui ne le sont pas, mais par le son. Donc on peut comprendre dans quelle direction on doit partir pour réussir à aspirer les fantômes et surtout à les flasher quand il le faut. Il y a également des choses qui ont été mises en place et qui sont vraiment super utiles pour moi et qui pour les autres font tout simplement partie du jeu. C'est tout simplement les petits sons qui sont en plus, comme par exemple quand on est censé pouvoir flasher un mécanisme ou quelque chose comme ça, il y a un petit bip qui se met en place pour signifier qu'ici il y a quelque chose d'étrange, ou même quand la carte se réactualise, là aussi il y a un petit bruit, parce que la plupart des jeux de toute façon, quand il se passe quelque chose à l'écran, on le signifie en son. C'est pas de l'accessibilité, c'est juste un confort du jeu. Et là, c'est également la même chose dans ce Luigi's Mansion 2. Quand par exemple vous prendrez un escalier et que vous changerez d'étage, la carte va se réactualiser. Donc il y aura un petit bruit pour le signifier. Et moi, je m'en sers pour savoir que je viens de changer de zone. C'est vraiment très pratique. Il y a également une autre mécanique du jeu qui a été mise en place et qui est faisable dans ma condition, c'est le révéloscope. Alors ça c'est juste pas mal parce qu'il y a donc certaines choses qui peuvent être révélées, notamment les tableaux, et il y a un petit effet niveau son qui nous fait penser à quelque chose qui brille. Donc ça, évidemment, c'est facile à savoir. Dès qu'on s'approche d'un tableau, on aura ce petit bruit. Mais on a également une autre chose quand il s'agit de révéler des objets qui ont été cachés ou des parties d'endroits. Eh bien là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a aucun son. Mais si on sort de la pièce, Luigi, lui, remarque qu'il y a quelque chose de pas normal, donc il va faire un cri de frayeur. Donc si il y a un cri de frayeur qui est fait de la part de Luigi quand on sort d'une pièce, et qu'il n'y avait pas d'autres créatures, du moins niveau son, eh bien on peut en comprendre qu'il y avait quelque chose à révéler. Donc là, on peut s'amuser à mettre le révéloscope un petit peu partout. Évidemment, c'est la seule astuce qu'il y a à faire, mais au moins on peut savoir qu'il faut le faire. Il y a plein de petites choses comme ça dans le jeu et je pense que j'aurai pas vraiment le temps de tout expliquer, mais il faut vraiment comprendre que dans ce jeu, l'univers sonore est vraiment très très riche et c'est comme ça que j'arrive à y jouer uniquement avec le son. Dans le premier Luigi's Mansion, le professeur, pour mettre hors d'état de nuire les fantômes attrapés par Luigi, les transforme en tableaux et les expose dans sa galerie. Dans le second jeu, c'est différent. Cette fois-ci, ce n'est pas le professeur qui capture des gens dans les tableaux, mais le roi Boo. Serait-ce une vengeance du roi Boo pour montrer au professeur l'horrible sensation qui est de se faire enfermer dans un tableau à tout jamais? Il existe une scène où Luigi fuit un sacripon sous la forme d'un comique. Mais cette vidéo n'existe pas dans le jeu, mais est bien regardable grâce à une 3DS. Après avoir fini un puzzle spécial pour Luigi's Mansion 2 et un bon Street Pass, vous pouvez récupérer sur votre Mi Plaza l'animation cachée de Luigi, qui ressemble à ça.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais où que vous alliez, le roi Bou sera toujours quelque part. Il est visible à côté du beffroi du Pendularium et lors de sa fuite de la mine des mystères. Il existe plusieurs hypothèses de la communauté. La première hypothèse est que le roi Bou poursuit Luigi depuis le début, ou depuis qu'il est au courant qu'il compte récupérer tous les fragments de la Lune Noire. D'autres proposent que le roi Bou était déjà présent sur les lieux, afin de préparer d'innombrables pièges juste pour notre plombier moustachu. Et puis il y a moi, sur la théorie du second iceberg. Je pense que le roi Bou était déjà dans les manoirs, et l'on voit le roi Bou durant la fuite de ces lieux. Pourquoi aurait-il besoin de venir dans les manoirs? Je vois deux solutions. La première, c'est que le roi Bou voulait récupérer les fragments, afin de les cacher proche de lui. La deuxième solution est qu'il confie ces fragments au mange-esprit, étonnamment en possession des fragments de la Lune Noire. La vallée des ombres est une vallée difficilement localisable dans l'univers Mario. Donc, pour nous permettre de savoir où elle se situe, nous nous basons sur des éléments retrouvés dans les manoirs abandonnés. Une théorie existe sur le fait qu'autrefois, cette vallée était gouvernée par une sorte de monarchie. Déjà, l'élément central, c'est l'existence de bâtisses abandonnées depuis des années, voire des centaines d'années pour certains. On retrouve en plus dans ces bâtisses des éléments faisant penser à des soldats en armure. Donc oui, des armures, des boucliers, des épées, des lances. Tout pour protéger une sorte de château, et leur monarque. Vous ne trouvez pas? Sur la version finale du jeu, vous pouvez profiter d'une musique emblématique pour chacun des manoirs que vous visitez, et si ça n'a jamais été tout le temps le cas. En effet, nous avons trouvé dans les fichiers du jeu des variantes de la musique Sticky Situation, présent uniquement dans le manoir du désespoir à la sortie du jeu. Je vous laisse écouter un extrait. Dès le début du jeu, le professeur dit en rigolant à Luigi que le pixelisateur n'a jamais été testé, mais Luigi est censé arriver avec tous ses pixels. Plus tard, Luigi arrive dans un niveau sans sa casquette, qui sort de la caméra quelques secondes après. Que serait-il passé si au lieu de la casquette, ça aurait été une partie du corps de Luigi? Ce n'est pas complètement non testé, juste en grande partie non testé. Il y a eu quelques tests du pixelisateur avant Luigi, mais il y a toujours été sous-entendu qu'une sorte d'accident s'est produit lors de ces tests. Hormis ces tests imprudents du professeur, il y a une autre énigme avec le télépixelisateur. Avez-vous remarqué que parfois, un pixel violet apparaît en plus de Luigi lors de sa télépixelisation? Ce serait en fait le roi Bou, en personne. Luigi ayant inconsciemment senti que le roi Bou l'espionnait dans la zone de téléportation. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de trembler de peur, à chaque fois que le télépixelisateur était utilisé, et semblait extrêmement apeuré lors de sa rematérialisation. Ça se comprend après tout. Vous me recevez encore? Génial. Nous voilà au fond de l'iceberg. Oui, nous sommes déjà techniquement sous l'eau. Faites attention à vous. Bolossus est un boss qui fait sa première apparition dans Luigi's Mansion premier du nom, et qui fait une seconde apparition dans le second jeu dans la dimension avec le train, et qui est aussi trouvable sur Luigi's Mansion 3 comme indiqué sur mon iceberg. Pour nous, il n'y a pas eu de changement. Bolossus s'appelle et s'est toujours appelé Bolossus, mais pas pour les Américains. Sur Luigi's Mansion 1, ce bout énorme s'appelait Bolossus, jusque là c'est normal. Mais dans le second jeu, il a été renommé en Big Boo.
alors que dans le jeu suivant, il est rappelé Bolossus. Pourquoi ont-ils fait ça? Bonne question. Il existe une théorie sur internet dans laquelle on pense avoir identifié le créateur de Librairie Piano. Cette musique est en fait une mélodie faite au piano qu'on peut retrouver au début du jeu, dans le manoir du désespoir. Dans Luigi's Mansion 2, Luigi et le professeur comprennent assez vite que celui qui fait du piano dans le manoir est un fantôme très dangereux. La théorie est que ce fantôme reproduit une mélodie qui existait dans son temps, et qu'il n'est en réalité pas le vrai compositeur. Mais qui est le compositeur de cette musique? Faust Knott. C'est le seul autre musicien connu dans l'univers Luigi's Mansion. Et pour couronner le tout, lorsque vous allez dans sa loge et jouer du piano, la mélodie par défaut qui s'enclenche est Librairie Piano. Cela relie donc le manoir du désespoir et l'hôtel du repos éternel. Petite pause mentale dans la descente de notre iceberg. Saviez-vous que le roi Boo aurait des talents de piratage informatique? Dans Luigi's Mansion 2, le roi Boo est capable de faire plus de choses que l'on peut imaginer. Tout d'abord, il est capable de pirater une caméra de surveillance juste par la pensée. Et pire, une caméra en pause depuis plusieurs heures. Il est aussi capable de la désactiver à distance. Mais ce n'est pas tout. Il a le contrôle également sur le pixelisateur du professeur, depuis le début. Il nous le prouve à la toute fin du jeu, en déviant Luigi de sa trajectoire et en le menant dans cette dimension illusoire. La preuve de son piratage est flagrante. Déjà parce que l'on voit que c'est un piège, mais aussi par la couleur du télépixelisateur. Il a totalement changé, prouvant que quelque chose ne va pas correctement. En dehors du fait que le manoir du désespoir avait deux noms, pour nos chers amis anglophones, ce n'est pas la seule chose qui ont été modifiées durant le développement du jeu. Les poltergeists pour eux s'appelaient autrefois des bouffines. Ça doit être un jeu de mots que j'ai pas, mais passons. Le Shrewd Possessor, qui pour nous les mange-esprits, s'appelait autrefois des Scornful Possessors. C'est passé des possesseurs méprisants à possesseurs astucieux. Et puis un peu plus gros. La Thrill Tower, qu'on peut traduire par la tour à sensation forte, a fini par s'appeler la Skyscraper. Oui, littéralement un changement de nom de la tour hantée. Notre cher professeur Catastrophe a, pour dire gentiment, pas les meilleures intuitions vis-à-vis de ses employés, alias assistants. Avant que le roi Boo ne détruise en morceaux la lune noire, le professeur travaillait dans ses recherches et avait des assistants. 5 pour être précis. Ce sont ses assistodes. Mais fait marrant, le professeur a envoyé un assistode terrifié par les horloges dans le pendularium. Oh oui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne sait même pas combien il a envoyé de Toad en mission. Et pour finir, lorsqu'on ramène le premier Toad, il dit avoir oublié de l'avoir envoyé en mission. Quel patron. Il existe des mini-jeux qui s'enclenchent lorsque vous ouvrez certaines portes, qui vous téléportent dans une illusion géante. Souvent, vous serez chronométré pour obtenir l'objet caché dans l'illusion. Cette zone violette me fait énormément penser à la dimension paranormale, et pourrait être totalement une sorte de mini-portail pour y accéder. Est-ce que c'est réellement une illusion créée par le roi Boo, ou est-ce que c'est une entrée secondaire dans la dimension paranormale? C'est qu'une théorie. Il y a des choses à creuser. Lors de l'aventure de Luigi dans les différents manoirs, le professeur utilise pour nous ramener un outil qui est le pixelisateur. Pour que ça fonctionne, il utilise des caméras de sécurité qu'il a lui-même installées durant ses recherches. Mais alors, le professeur pouvait techniquement, depuis le début, nous téléporter au manoir final? Et on peut partir encore plus loin. Si le professeur a des caméras partout, il était censé savoir beaucoup d'éléments de l'intrigue. Les cristaux utilisés à des fins diaboliques, le fait que le roi Boo était dans le manoir, que Luigi s'apprenait à rentrer, ce n'est pas suicidaire? Il aurait vu Mario dans cette toile, et les bandes vidéo des Toads seraient inutiles. Enfin bref, on en conclut que le professeur pouvait aller où bon lui semble dans la vallée, et qu'il connaissait des informations secrètes, qu'il n'a jamais données à Luigi. Mais pourquoi? Niveau de test, c'est comme son nom l'indique, un lieu dans le jeu où les développeurs pouvaient faire des tests par rapport au gameplay et aux items. Sur le menu principal, lorsqu'on a les accès développeurs,
Ce que des génies d'internet ont réussi à avoir, si on définit sur True, le jeu se charge, parfois avec un écran de titre cassé, en disant Current F1. Alors qu'on dirait qu'un niveau semble être chargé en arrière-plan. Puis après le jeu plante. C'est pas très stable. Enfin bref, c'est une chose intéressante à savoir, et je suis sûr qu'on peut trouver de belles choses dans ces niveaux oubliés. L'objectif du Rabout n'est pas seulement de capturer Luigi et ses amis, mais il est plus profond que ça. Et il est dit dans le jeu qu'il veut prendre le contrôle absolu des fantômes de la vallée, afin d'étendre son pouvoir et le faire dans le monde entier. Maintenant, en ayant cette idée en tête, comment pourra-t-il augmenter la taille de son armée? Est-ce qu'il va régner sur les vivants et les morts, ou tuer tous les êtres vivants du royaume champignon pour en faire des fantômes afin de régner sur eux? Enfin bref, c'est une perspective intéressante. Une histoire existe sur le fait que l'assistote bleue, qu'on retrouve dans la mine des mystères, serait en fait rouge. On retrouve cet assistote dans un tableau, dans un cabanon derrière le chalet. Il aurait dormi sur place, dans le chalet, mort de froid. Et lors de son réveil, il n'a pas été accueilli par Luigi, mais par le roi Boo en personne, que nous voyons plus tard fuir le manoir. Une preuve que Luigi rattrape le roi Boo, et déjoue un à un ses pièges pour faire perdre du temps à Luigi. Mario a en effet déjà capturé des fantômes, et était là avant Luigi mais aurait échoué. La chose folle, c'est que nous savons où et quand il a été capturé par le roi Boo. La théorie commence par le fait que le professeur dit à Luigi dans la version américaine du jeu « Je savais que j'avais raison de venir vous voir en premier », impliquant qu'en connaissant le professeur, vous n'êtes pas le premier. Le professeur a appelé Mario en premier, connu dans le royaume champignon pour son courage et sa force. Mais comme nous le savons, c'est Luigi qui sauve la vallée des ombres, et non Mario. Afin de savoir où il a été capturé, nous allons nous baser sur la trajectoire du roi Boo. Nous savons, via les photos données par les assistodes, que le roi Boo est là, avec le cadre de Mario, depuis au moins la tour des détours. On a donc une liste de 2 manoirs où il aurait pu perdre, mais on peut encore préciser le moment, tout simplement par le fait que le morceau de la lune noire est toujours dans le manoir du désespoir. Mario n'a donc jamais trouvé le premier fragment et a donc disparu dans le premier manoir du jeu. Maintenant que Mario a été capturé, le roi Boo s'en doute vite que Luigi allait arriver à son tour. C'est pour ça que nous pouvons observer un peu partout dans le jeu, soit visuellement, soit directement, soit par les photos des Toads, qu'il prépare des embuscades à Luigi en l'appâtant grâce au fragment de la lune noire. Intéressant, Mario aurait été engagé par le professeur et serait donc passé avant Luigi. Le professeur serait au courant, c'est ça, mais il ne dit pas savoir qui est l'homme dans le cadre, présent sur la caméra tout le long du jeu. 2 théories s'offrent à nous. La première, c'est qu'il est trop vieux, il perd la tête, à oublier Mario et ses assistodes. La deuxième est que le professeur voulait cacher cette information à Luigi. Mais il est dans notre camp, non? Chut, vous êtes encore là, pauvre fou. Tout le long de l'iceberg, nous avons mis en évidence plein de contradictions du professeur qui supposerait qu'il mente ou qui veulent faire du mal à Luigi. Le professeur laisse supposer à Luigi qu'il n'est jamais entré dans la maison des collections, en y disant lui-même, je cite, « Et aujourd'hui plus personne ne s'en approchait ». Il confirme ensuite, « Même les plus grands experts en phénomènes paranormaux refusent d'y pénétrer. Le seul grand expert du paranormal connu dans l'univers Mario, c'est toi, Karl. » Il sous-entend qu'il n'est jamais entré. Mais pourquoi? Il semble savoir quelque chose d'effrayant, pour qu'il n'en parle pas à Luigi. Mais avant les événements, les fantômes étaient amicaux, et l'espèce humaine boostée n'existait toujours pas. Il n'avait aucune raison de s'y déplacer pour les fantômes. Et si c'est pas pour ça justement? Il possède la clé du domaine tout de même, c'est que ce lieu doit avoir une importance à ses yeux. Il savait quelque chose, c'est certain. Une chose tellement terrifiante qu'il n'est jamais entré par lui-même. Une légende, des informations sur le passé du lieu? C'est possible. Et il existe une explication, que je garde pour moi. C'est un élément crucial d'une prochaine histoire.
Si je vous dis que l'univers de Luigi's Mansion possède 2 lunes, oui, on peut comparer ça à Tatooine, et je suis très sérieux. Avez-vous remarqué? L'intrigue principale du jeu est de réunir les morceaux de la lune noire. Lune normalement dans les airs, hors situation de crise. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Celle-ci ressemble plus à une lune que nous sur Terre connaissent. Ronde, blanche. On peut se dire que c'est une image illustrative, durant les écrans de visualisation. Même pas. En fait, on la voit en énorme depuis le début du jeu, et pour toutes les occasions. Le fait de ne pas avoir vu ce détail plutôt me terrifie. Le monde de Luigi's Mansion est vraiment anormal. C'est un terme adouci pour dire que le jeu, et surtout les bâtiments, ne peuvent pas exister dans notre monde. Il y a un énorme problème d'échelle entre ce qu'on voit, la carte et la façon dont on se balade dessus. Vous voulez des exemples? Très bien. Dans le manoir du désespoir, il existe un ascenseur. Le problème, c'est qu'en dessous de cet ascenseur, en réalité, c'est qu'il y a ce couloir. Pour que ça soit possible, il faudrait un espace dans l'étage inférieur pour faire passer l'ascenseur. C'est vraiment que des choses comme ça. Voici une liste d'un internaute assez complet. Luigi aurait indirectement torturé des fantômes. Pour capturer un mange-esprit, il y a plusieurs étapes. La première, il semble intact. Lorsque vous aspirez sa première couche de peau, vous passerez à l'étape suivante. Là, sa peau commence à être arrachée et verrez des éléments qui semblent pourrir dans son corps. La prochaine et dernière étape, on le voit couvert de sang et limite à l'agonie. Sympa les techniques de dissuasion de Luigi, normal qu'un fantôme si puissant se laisse capturer après un combat pareil. Je trouve que le pendularium est le manoir le plus effrayant de tout le jeu. L'atmosphère me semble plus lourde que tous les manoirs, et surtout en ayant en tête des récents événements industriels, ça ne m'a pas vraiment rassuré. Beaucoup d'éléments extrêmement glauques ne sont pas expliqués. Au cours d'une mission dans le pendularium, une silhouette démoniaque d'une personne sera montrée en train de courir devant l'une des fenêtres. Ça n'a jamais été compris et Nintendo refuse de répondre à cette question. Au-delà de ces quelques éléments paranormaux inexplicables, on ne se sent pas à l'aise dans cette usine. Une sorte d'ambiance négative et de malaise prend le joueur, peu importe son âge. Déjà parce qu'on peut trouver des momies, et ça dans le manoir en lui-même, mais surtout parce que des gens ont découvert que le pendularium a été construit au-dessus d'un cimetière antique, avec beaucoup de cercueils, de trésors cachés et de momies. À quel point ce manoir est hanté? J'en ai la chair de poule maintenant que j'en parle. Nous avons démontré sur l'iceberg précédent que les tours des détours ont subi, suite au passage de Luigi, une sorte d'épidémie génétique d'une plante carnivore mortelle pour l'homme. Mais nous n'avons pas parlé de la vérité derrière l'homme, qui a créé ces plantes, et les propriétaires du lieu. Non, je ne vous parle pas de l'ère où les 3 sœurs spectrales y habitaient. Mais avant ça, bien avant ça. Avant qu'elles rachètent la demeure et s'y installent. Cette demeure, autrefois, était habitée par une famille riche. Une famille riche ayant au moins une fille, comme l'indique la chambre de la poupée. Afin d'entretenir ce grand manoir et la passion que cette famille avait pour les plantes, ils ont dû se procurer un jardinier, externe de la famille. Après tout, il y avait vraiment beaucoup de plantes, et le lieu est immense. Ce jardinier avait une double façade. La première était que c'était un jardinier modèle, qui suivait les instructions de son employeur et gérait les différentes serres et potagers de la maison. L'autre serait qu'il soit à l'origine du laboratoire secret sous le manoir. Ce laboratoire secret ramène à un tunnel qui mène à une pièce creuse à la main sous le cimetière de la demeure, et dans lequel il y a plusieurs cercueils entreposés. Détail intéressant, les laboratoires dans les étages supérieurs ne contiennent que des plantes inoffensives. Les plantes carnivores que Luigi voit lors de sa visite ne sont pas dans des laboratoires, mais dans des salles aléatoires. Cela pour raconter une histoire plus sombre sur la raison pour laquelle les tours des détours ont été abandonnées.
J'ai parlé d'un potentiel rachat, mais qui serait assez bête pour acheter un manoir avec des plantes carnivores déjà dans la nature? Les trois sœurs justement, lorsqu'elles étaient vivantes. Mais toute personne censée aurait pas acheté le manoir. Alors elles se seraient installées entre la fuite de l'ancien propriétaire et l'invasion de la première plante visible dans les étages supérieurs. Ce qui fait un bon laps de temps pour y emménager et mourir. Pour en revenir sur la raison de l'abandon du manoir par notre famille d'humains, car je souligne que ce ne sont pas des fantômes, on peut imaginer que ces employeurs ont été mis au courant de la situation et ont viré leur jardinier avant d'abandonner les lieux. Finalement, après l'abandon du manoir par la famille, le jardinier revient sur place et continue ses recherches dans le sous-sol. Alors que les nouveaux résidents sont là, les raisons de ces recherches sont floues. Peut-être qu'il voulait se venger de son ancien employeur, ou simplement qu'il voulait prouver son talent en matière de création génétique au monde entier. Finalement, il créa plusieurs plantes spéciales. Tout d'abord la plante carnivore qu'on parle tant, mais aussi une plante poussant instantanément et qui peut détruire un toit s'il faut. Il aurait créé tous les mécanismes qui aident indirectement Luigi à traverser ce manoir abandonné. La salle des cercueils peut être impliquée dans l'histoire. Il aurait pu sortir les corps des anciens membres de la famille décédés, des générations avant la famille qui habitait, afin de les utiliser pour les faire revivre, soit en tant que zombies, soit à travers les plantes. Après tout ça, nous ne savons pas ce qui s'est passé avec le jardinier. On peut supposer un accident mortel avec une de ces créatures. Surtout parce que tout est encore à sa place. Des documents, de l'équipement de protection et ses vêtements surtout. Tous les objets qui pourraient prouver ces théories n'ont pas été emportés. Dommage. Ça aurait été parfait pour les prouver, ce qu'il avait créé au monde entier. Mon Dieu. Alors comment vous allez? J'ai maintenant une dernière théorie à vous expliquer. Une théorie qui semble simple mais qui cache le plus gros mystère de Luigi's Mansion 2 de tous les icebergs confondus. La voici en quelques questions. Qui vivait dans le manoir du désespoir et s'occupait de l'ectochien avant le professeur? Qui est le riche millionnaire qui traversait le monde à la recherche d'artefacts et qui les collectionnait dans la maison des collections? Et qui au passage a créé un portail tridimensionnel dans sa terrasse? Qui a racheté le tableau du roi Bou? Qui est la personne qui a découvert les cristaux avant le professeur Catastrophe? Et diable, pourquoi le professeur avait besoin d'une surveillance constante dans tous les manoirs s'il savait que c'était une vallée fantôme, et que personne ne pourrait le déranger? Et pour finir, pourquoi seulement dans cette vallée du royaume champignon, les fantômes sont les seuls véritables habitants des lieux, et d'où viennent-ils? Tout est lié, c'est évident. Né par qui? Qui est l'homme derrière toutes ces questions? Un être incroyablement puissant, que les créateurs de Luigi's Mansion nous ont jamais montré clairement, et qui se cache. Et toi, tu sais qui ça pourrait être? Proposez vos théories en commentaire. Réponse dans le 3e iceberg de Luigi's Mansion 2. Une bonne chose de faite. Alors, avez-vous aimé la vidéo? Si oui, on n'attend plus que vous sur les prochains icebergs. Vous pouvez me soutenir en likant, en rejoignant la chaîne avec le petit bouton. Encore merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain iceberg et tous les projets qui sortiront pour l'année des 10 ans. Et au revoir à tous. Ciao! Je ne sais pas si un jour quelqu'un entendra ce message, mais je crois que j'ai fait une erreur, une grave erreur. Je m'appelle Luan, et j'ai découvert quelque chose qui devait rester caché. Il me surveille depuis quelque temps, il me censure quand je parle de lui, et il va me retrouver avant que je relève au grand jour ce qu'il est totalement.